Parlons foot et parlons football africain. L'Afrique regorge de nombreux talents très connus comme par exemple Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mohamed Salah, Sadio Mané et le dernier ballon d'or africain France Football, Georges Weah. Mais depuis, malheureusement, plus rien. Dans cette émission, nous allons décortiquer ensemble les réalités du football africain. Aujourd'hui, nous avons pour nous accompagner dans nos analyses Hichem. Enchanté, merci d'être avec vous. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous. Très content. J'ai beaucoup de questions à te poser. J'ai hâte. Et nous avons aussi Lionel. Bonjour, très heureux d'être là. Je vous laisse vous présenter un peu, Hichem et Lionel. Oui, moi, depuis que je suis petit, je suis le football. Beaucoup de connaissances dans le football, surtout le football africain et le football algérien. Voilà, j'ai de la famille qui est dans le sport en Algérie, des agents qui ont travaillé dans des clubs aussi. Donc voilà, on va essayer de décortiquer ça tous ensemble. J'ai hâte. Et Lionel. Donc moi je suis Lionel, pareil, j'ai grandi dans le football. Donc je suis très axé football congolais, mais football africain et football en général aussi. Et je suis notamment, donc je travaille aussi avec Léopard Foot. C'est une page en fait en lien avec le football congolais de manière générale. Et on va parler football aujourd'hui. Parler foot africain, on va décortiquer tout ça. Nous avons aussi Barclay, ancien international angolais. C'est ça. Tu vas bien? Ouais, très bien. Merci à toi, Mété, pour l'invitation. Merci à vous, les gars, pour l'accueil qui a été relativement sympathique. Et voilà, parlons foot. Tu es aussi créateur content UNFP, tu nous en diras plus. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai travaillé avec l'UNFP, notamment cet été, sur le stage, avec lequel j'aurai grand plaisir de parler avec vous. Et voilà, aussi ancien footballeur professionnel en pleine reconversion. Donc voilà, tout va bien. On va avoir beaucoup de choses à se dire de toute façon aujourd'hui. Alors, nous allons commencer aujourd'hui notre première émission avec notre première question. Nous sommes actuellement dans la phase de mercato. Donc on est là pour analyser le football africain, les joueurs africains. Et la question aujourd'hui qu'on va se poser, c'est est-ce que les joueurs africains sont-ils sous-cotés sur le marché des transferts? Très très bonne question. Très bonne question. On va commencer par un petit gros cas, qui est la vente de Sadio Mané, qui a été vendu donc de Liverpool au Bayern à seulement 30 millions. Donc on rappelle quand même que c'est le Ballon d'Or africain, c'était le dernier vainqueur de la CAN. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a qualifié aussi le Sénégal à la Coupe du Monde. C'est très important. C'est important de Très important. Oui, mais bon, 30 millions, pour moi, je trouve que c'est son prix. On rappelle l'âge, c'est un 92, pardon. Son âge, sa dernière année de contrat. On recrute Mané, on recrute pas Neymar, donc en termes de marketing, c'est peut-être pas la même chose. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui es dans ça. Moi, honnêtement, pour moi, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit le football aujourd'hui, c'est tellement diversifié qu'en effet, là, tu as souligné des critères importants, notamment l'âge. Après, il faut savoir quand même que Lionel a souligné des paramètres importants, aussi que Mété aussi a souligné, par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière sportivement. Aujourd'hui, je ne pense pas, si on prend l'exemple par exemple d'un Riyad Mahrez qui aurait été vendu au même prix. Par exemple, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, aujourd'hui, un Sadio Mané qui part de Liverpool, même si c'est en effet sa dernière année de contrat, voilà, je pense qu'avec ce qu'il a fait durant ces années avec Liverpool, parce qu'il a quand même contribué au grand jour de Liverpool, aujourd'hui, pour moi, 30 millions, je ne suis pas sûr que ça soit totalement son prix. En tout cas, on ne ressent pas la reconnaissance, sachant qu'il y a aussi tout un public aussi qui est derrière, quand même, si on parle de produits dérivés, alors c'est pas Neymar en effet, mais il y a quand même quelque chose à faire. C'est vrai que surtout au Sénégal, mais maintenant, est-ce que j'ai envie de te dire, le Bayern, ils n'ont pas l'habitude de surpayer. C'est-à-dire que quand ils vont recruter quelqu'un, ils vont le recruter à son juste prix. On ne parle pas de City, on ne parle pas du PSG. Et donc pour moi, je trouve vraiment normal. J'ai l'impression qu'en fait, la normalité n'est plus la même. Non, les prix ne sont pas normalement à 70-80. Ce 30 millions-là, pour moi, il est normal. Ouais, mais dans le contexte d'inflation actuelle dans le monde du foot, c'est ça en fait qui crée entre guillemets débat. C'est-à-dire qu'en gros, le prix de Mané, dans le contexte actuel, c'est vrai qu'il est relativement bas par rapport à d'autres attaquants ou d'autres joueurs, notamment en Angleterre, ou même d'autres joueurs brésiliens par exemple qui vont être vendus à d'autres clubs. Eux, en fait, ils vont être vendus bien plus cher que Mané, par exemple. Et c'est ce qui fait créer débat, c'est le fait que Mané, comme elle a dit très bien tout à l'heure, c'est que Ballon d'Or africain, champion d'Afrique, vainqueur, c'est lui qui est qualifié donc le Sénégal face à l'Égypte. Et aussi à Liverpool, c'est une légende. Bien sûr. C'est une grande légende. Donc je pense que c'est ça en fait qui crée débat, c'est ça qui peut poser des questions justement sur le. Mais on peut se poser la question De Vrij au Paris Saint-Germain. Ok. Aujourd'hui, sa dernière année de contrat, l'Inter
Non, c'est pas De Vrij, c'est. Comment s'appelle le défenseur de l'Inter Milan? Skriniar. Skriniar, ouais. Skriniar, ok. je suis fou. Skriniar, 70 millions pour sa dernière année, on demande au Paris Saint-Germain. Parce que c'est le Paris Saint-Germain. Parce que c'est pareil. Voilà. Aujourd'hui, Mané, 30 millions au Bayern. Pour moi, Liverpool lui a fait un cadeau aussi. En disant, service rendu, on sait que tu as envie de partir, etc. On va essayer de donner un bon prix. Selon ton analyse, donc s'il serait parti au PSG, il serait plus alors? Ou c'est juste une affaire de club qui achète, ou c'est vraiment une histoire de parce que c'est un joueur africain qu'il est sous-coté? Non, moi je pense que c'est beaucoup le club. Là, sur le coup, le Bayern n'a pas l'habitude d'acheter très, très, très cher. Et puis Liverpool, service rendu. Je pense aussi, ouais. Je pense que là, en l'occurrence, c'est vrai que moi, je ne pense pas qu'on aurait été surpris s'il avait acheté 50 à 60 millions. Moi, personnellement, je n'aurais pas été surpris. Tu vois, mais en effet, je pense aussi qu'il arrive sur sa dernière année et il y a son âge aussi qui compte. Et peut-être, comme le souligne aussi Chem, voilà, on arrive à un moment donné où le club il dit on va essayer de récupérer quelque chose, bien qu'il ait fait son taf avant. Mais peut-être que là, on se dit voilà, service rendu et qu'en effet, tu peux partir, nous récupère quelque chose, tu pars. Tu es en fin de contrat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les clubs ont du mal à laisser partir leurs joueurs libres. Ça, c'est vrai que c'est de moins en moins. Ils veulent toujours gagner. Ils veulent toujours avoir. On a vu avec plusieurs cas. Hein. Ouais, mais les joueurs eux, ils le font de plus en plus. Ouais. Tu vois, tu as eu l'exemple là de Randal Colomwani à Nantes. Il part libre, il est content. Messi, on en a d'autres. Hein. Rabiot, libre, à l'époque, ça n'existait pas. Ben Arfa, on en a plein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, on peut voir quand même que, comme je pense qu'entre le club et le joueur, il y a eu quand même une sorte de respect, un respect mutuel où les deux se disent voilà, moi je rends Sadio Mané pour voir ce qu'on peut, pour le peu qu'on connaisse, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être éduqué, qui a certaines valeurs. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il s'est dit voilà, je vais rendre au club qui m'a donné et le club aussi qui récupère. Donc dans ce projet-là, je pense que tout le monde est content, comme je dis aussi. Le Bayern qui a un beau projet aussi à proposer à Sadio Mané. Et voilà aussi, joue aussi le jeu. Et même pas comme tu l'as dit, si tu as expliqué, c'est vrai que le Bayern n'a pas l'habitude de bien que, bon, avec Pavard ou autre, on peut quand même discuter de certains transferts douteux. Mais voilà, enfin douteux dans le bon sens. Hein. Mais voilà, je pense qu'on est dans un cadre où, voilà, on va dire plutôt service rendu et peut-être pas sous-côté. Là, il faudrait peut-être creuser à l'intérieur pour plutôt comprendre. Après, pour rappel, Koulibaly, il a été vendu de Naples à Chelsea à 38 millions, il a 31 ans. Ah, voilà. Moi, je reste sur le même âge, moi. Tu restes, toi, c'est plutôt une histoire l'âge. Et puis, pareil, service rendu, Koulibaly. Hein. Il a combien d'années? Il aurait pu partir il y a plusieurs années. Ouais. Et avant, on parlait de 50 millions il y a quelques temps. Je me rappelle un peu il y a quelques temps. Même 70 millions, c'était quand même l'un des meilleurs défenseurs du monde. Ouais, c'est vrai. Sachant qu'aussi, il faut savoir qu'en général, un défenseur, plus il va évoluer, plus aussi il prend maturité. Donc, c'est pas pareil qu'un attaquant. Un attaquant, bien évidemment, plus il va vieillir, plus logiquement, au niveau vitesse, ça va pas être prêt. Mais un défenseur, il va gagner peut-être en expérience, en stratégie, en positionnement. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est-à-dire que là, deux joueurs, les deux à peu près au même prix. Sachant que là, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont de l'argent. Après, oui, mais je pense que tu vois, un club ne pense pas comme un club se projette sur les années. C'est-à-dire qu'un joueur, tu vois, c'est comme Thiago Silva qui est parti. Il n'est pas parti aussi pour beaucoup, alors que c'est Thiago Silva avec tout. J'ai pas les chiffres exacts, mais pas grand-chose aussi quand tu parles à Chelsea. Mais tu vois, ça reste Thiago Silva, voilà, capitaine du Brésil, plein de trophées, Milan AC. Je suis pas loin, tu vois, je serais même pas loin de trucs. Donc tu vois, Thiago Silva, il est parti libre à Chelsea. Tu vois, donc aussi, merci pour l'info. Mais tu vois, si on voit Koulibaly, voilà, c'est un très bon joueur et tu l'as dit, hein, c'est énorme. Mais après, je pense que dans la tête des clubs, tu vois, un club prendra plus de risques. D'ailleurs, je pense que si tu voulais en parler tard, je ne vais pas spoiler. Mais sur des joueurs anglais, par exemple, ils vont mettre un peu plus d'argent, mais parce qu'ils sont plus jeunes. Donc ça veut dire que c'est un pari sur le long terme. On va donner comme exemple Maguire. Par exemple, tu vois, ils vont mettre, et là peut-être il y aura peut-être un débat là-dessus, mais tu vois, ils vont mettre peut-être plus d'argent sur un jeune en devenir. Tu vois, comme à l'époque, un Kimpembe, je pense que s'il était parti à l'époque, bon après là il est français, c'est autre chose, mais s'il était parti à l'époque, je pense qu'il serait parti pour un gros montant. Mais là en l'occurrence, voilà, c'est vrai qu'on peut toujours discuter d'un Koulibaly qui, oui, mérite, en termes franchement sportivement et tout, il mériterait peut-être plus, mais je ne sais pas si aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit africain, avec tous les critères qu'on a soulignés, notamment l'âge, etc., qui font qu'aujourd'hui, on parle d'une braderie au niveau du prix. Ça, la CAN On n'a pas parlé de la CAN. Mais en parlant de la CAN, Lionel, je te laisse terminer. Et même au niveau déjà mercato, au niveau de la valeur d'un joueur, comment déterminer la valeur d'un joueur? C'est ça, il faudrait qu'on commence par là. Un joueur comme Mané, qui a joué dans l'un des meilleurs clubs du monde, dans l'un des meilleurs championnats du monde, déjà, je pense que sa valeur, elle augmente. Il est quand même champion d'Afrique, il est quand même ballon d'or africain, il a qualifié son équipe à l'une des coupes les plus prestigieuses qui est la Coupe du Monde.
Donc à partir de ce moment-là, et moi j'ose penser que s'il était brésilien, le Bayern ne l'aurait pas acheté à 38 millions. Ah, ça, aussi. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est aussi, après dans tout ce qu'on dit, c'est aussi quelle valeur a la CAN aux yeux des dirigeants qui achètent les joueurs. Est-ce que pour eux, gagner la CAN, ça représente vraiment quelque chose? Bon, aujourd'hui, on sait tous que la CAN a step up, donc on arrive à une CAN où les gens respectent un peu plus et ça fait même des problèmes au niveau de... Voilà. Allez-vous justement vous parler de ce que dit Laurentiis a dit, je vous lis. Ne me parlez plus des footballeurs africains, je leur veux du bien, mais soit ils me signent une renonciation à participer à la Coupe d'Afrique des Nations, ou sinon, je ne les ai jamais à disposition. Nous sommes les idiots qui payons les salaires pour les envoyer jouer pour d'autres. D'autres, c'est quand même leurs équipes nationales. Ouais. C'est pas d'autres clubs. Oui, mais moi j'ai un salarié et il me dit je dois aller construire ma maison en Afrique pendant 1 mois. Je veux bien, mais à un moment donné, je te paye pendant tes vacances en juillet et je te paye aussi pour faire ça en janvier. Moi je comprends. Mais moi je trouve ça assez... Là, je dirais de sa part, parce que concrètement, s'il veut pousser ce coup de gueule, que ce coup de gueule, il fasse auprès des instances. Exactement. Et pas auprès des joueurs ou auprès des sélections. Elles subissent justement ce qui se passe en haut. Et peut-être qu'il y a une forme de négligence, comme là pour te rejoindre, il y a peut-être une forme de négligence au niveau peut-être un peu plus haut, qui lorsqu'ils font les calendriers, il fallait peut-être penser, tu vois, parce que la Coupe du Monde, tu vois, on voit qu'elle est bien placée, il y a des coupes qui sont bien, ouais, sauf là malheureusement, sauf là, c'est vrai que là au Qatar ça va être différent, mais tu vois en général on voit quand même que c'est souvent bien placé et que malheureusement la CAN elle arrive à un moment où les gens ils jouent et on les laisse partir, donc forcément à un moment donné ça les dérangeait. On peut peut-être pas faire autrement. Là normalement la CAN devait être en 2023. Si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, on a vu qu'avec les inondations et avec le climat de la Côte d'Ivoire en été, c'est pas possible. Compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais je pense que c'est au niveau des instances qu'ils doivent trouver en fait une solution. Après, c'est vrai que c'est pas évident, j'imagine, de tout recadrer, mais c'est ça. Lui, en fait, s'en prendre directement aux joueurs, parce que lui, il dit les joueurs, on dirait les joueurs, c'est leur faute d'aller faire la CAN à ce moment-là. Non, les joueurs, il y a les exigences, il y a la CAN qui joue à cette période-là, ils y vont tout simplement. Donc c'est ça en fait. Donc, et est-ce que vous pensez justement que, je vais te poser aussi la question, du coup, est-ce que vous pensez que justement jouer en équipe nationale, ça peut être un frein? Donc peut-être que pendant la CAN, il y a des joueurs qui veulent garder leur place, qui ont peur de partir et qu'un autre joueur justement prenne la place de Andy Delors. Andy Delors, quand il signe à Nice, Nice a voulu, parce que c'est le cas et ça a été dit, et ils ont voulu signer Slimani de base. Et ils lui ont demandé de ne pas jouer la CAN. Slimani, il faut savoir que Slimani, lui, il est né en Algérie, il a été formé en Algérie, il a joué dans le championnat algérien. Il leur a dit impossible. C'est ma patrie, je peux pas. Et il a refusé d'aller à Nice. Andy Delors, qui lui a une autre histoire avec l'équipe nationale, c'est-à-dire que de base, il a un membre de sa famille qui est algérien, il a pris la sélection algérienne très tardivement. Lui, quand on lui a demandé de renoncer à cela, il l'a accepté. Mais par contre, c'est pas passé pour tous les supporters algériens. On connaît le patriotisme. Pour eux, c'est le patriotisme déjà, mais c'est une question de traîtrise là. Ouais. Là, on est dans quelque chose de grave. Et donc voilà. Ça peut se comprendre aussi. Ça peut effectivement se comprendre. Ça peut. Maintenant, voilà, après, comme tu l'appelles, il y a 2 rapports. Il faut savoir le rapport de la personne qui, elle, est née, il y a les valeurs un peu du pays, et l'autre personne, moi, je ne peux pas parler au nom d'un joueur ou autre, mais voilà, après, il faut savoir aussi quelle importance a la patrie pour toi à ce moment-là. Mais éventuellement, oui, ça rejoint un peu ce que tu dis. Mais dans ce cas-là, parce qu'il y a eu certains joueurs qui évoquaient notamment le fait d'avoir reçu des pressions, par exemple auprès des coachs ou des clubs pour ne pas aller en sélection. Bien sûr. Et il y a des joueurs aussi, malheureusement, lorsqu'elles vont en sélection, pendant la CAN, elles perdent leur place. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui pénalisent les joueurs africains lorsqu'en fait ils vont après, oui et non. Par exemple, à Chelsea, Mendy, il est parti, il a récupéré sa place très vite. Voilà, mais déjà moi je mettrais 3 catégories de joueurs. Le très très grand joueur, le Mendy, les Mohamed Salah, les Drogba, tout ce que tu veux. Voilà. Ensuite, je mets le petit joueur. Ou cette sélection en CAN, même le petit, oui, parce que cette sélection en CAN va lui permettre de se montrer, pour le mercato, ça va être positif pour lui. Si tu joues bien. Voilà, si tu joues bien. Et après, tu as le joueur qui est entre les deux. Et là oui. Là, oui, parce qu'il va perdre sa place si un jeune ou même une recrue, parce qu'il y a des clubs qui recrutent. Hein. Exactement. Pendant qu'il part, il recrute. Donc du coup, il va être en concurrence avec un mec quand il va revenir. Et donc, à ce moment-là, pour ce joueur-là, oui. Mais, malgré tout, quand même, je pense que la fierté
Et puis le fait d'avoir joué une grande compétition comme ça passe devant toutes ces choses-là. Ça rejoint, bon, pour répondre à la question, hein, oui, moi je pense que oui, ça peut être problématique pour les joueurs. À l'époque, ça a été beaucoup plus, puisqu'à l'époque, c'est vrai que les équipes étaient moins organisées. Les joueurs, moi, pour avoir connu, je sais que les joueurs ne voulaient pas aller en section. Moi, pour ma section, j'ai connu par exemple un joueur qui ne voulait plus, et il y en a même un aujourd'hui qui joue encore vraiment en Belgique, qui a fait la Ligue des Champions, qui a joué contre le PSG récemment, et qui lui a refusé de plus. Parce que voilà, l'organisation à l'époque était différente. Nous, encore en Angola, ça va, il y avait quand même une bonne organisation. Mais il y a des sections, par exemple, peut-être au Congo, si on parle, où l'organisation pour connaître des joueurs aussi là-bas qui, à un moment donné, c'est pas une organisation. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive quand même à ce qu'elle soit beaucoup mieux. Avec tout le monde, et donc il y a une évolution comme au niveau des sélections, hein, que ce soit en Algérie ou autre. On voit aujourd'hui que voilà, même la Côte d'Ivoire, pour avoir côtoyé le coach Patrice Baumel, on sent que voilà, il y a quand même une évolution au sein des fédérations, etc. On n'y est pas encore. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus considéré, mais c'est vrai que ça reste un danger pour les clubs. Quand là, tu as ton président qui dit, un club comme Naples, comme c'est un club important, et que donc là, ton président il dit, écoute, si tu viens, tu pars pas. En tant que joueur, la sélection, c'est le cœur, c'est la patrie, mais de l'autre côté, tu as ta carrière. Tu vois, tu as ta carrière, tu as la personne qui te paye, comme il dit, ton employé qui te paye tous les mois, et pas n'importe quelle somme, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, à un moment donné, tu te poses question, il y a des gens qui ont subi des pressions, comme tu l'as dit tout à l'heure, et forcément, ça fait réfléchir. Et tu te dis, j'y vais ou j'y vais pas. Moi, j'étais dans le cas de Hichem, que Hichem évoquait tout à l'heure, où y aller, ça m'a permis de me valoriser dans l'équipe nationale, d'ajouter un plus à mon CV, à mon image, à ma carrière, etc. Mais il y en a d'autres que j'ai côtoyés, par exemple, je joue avec Bastos, qui était à la Lazio et autres. Bon, lui, ça va, il est né là-bas, donc ça veut déjà. Mais il y en a d'autres pour qui, eux, non, ils ne pouvaient pas se permettre, tu vois. Qui étaient dans des clubs plus huppés, qui ne pouvaient pas se permettre de venir en sélection. Mais il ne dit pas tout haut, parce que tout le monde pense tout bas. De Laurentiis. C'est ça. Moi, par exemple, il y a un moment, Klopp disait que les joueurs jouaient trop, etc. Pour moi, inconsciemment, il parlait de la CAN. Bien sûr. Oui. Aussi. Mais tout à l'heure, tu as parlé, en fait, tu as fait un parallèle en fait, entre les footballs africains et brésiliens. Je voulais juste revenir sur ça rapidement, c'est en fonction du mercato. Alors, pourquoi les Brésiliens ils ont cette cote-là en fait, sur le marché? C'est parce que tout simplement, les Brésiliens, aussi, il faut le souligner, c'est que c'est la plus grande nation de football de l'histoire. Ils ont le plus grand nombre de titres du mondial. Et les joueurs, après on connaît, Ronaldinho, Ronaldo, Kaka, Rivaldo, leur point commun c'est le Ballon d'Or. Donc ça fait que dans l'esprit des gens et dans le mercato, on sait tous que les Brésiliens, ils ont cette cote-là grâce à tout ça. En fait, c'est leur historique qui fait ça. Et outre ça encore, là je suis d'accord avec toi, mais à côté de ça, il y a quand même un point important à souligner. C'est encore une fois, on revient sur l'organisation. Au Brésil, quand tu vois, c'est des mecs qui vivent sur le football, ils ont mis des structures. À côté de ça, tu vois, un garçon comme Neymar, comment il est arrivé, c'est incroyable comment il est arrivé ce joueur. Tu vois, c'est un très bon joueur talentueux, mais tu sens qu'il y avait un cadre quand tu suis son histoire. Il y a un cadre autour de ces joueurs-là qui sont tous arrivés, qu'ils soient à Santos ou autres. Il y a des structures, il y a des choses qui sont mises en place que malheureusement, nous en Afrique, on n'arrive pas à mettre en place parce qu'on a des talents incroyables. Mais aujourd'hui, j'ai rarement vu un joueur de la SEC Mimosa ou du TP Mazembe partir pour des millions dans un club comme l'a fait Neymar ou d'autres avant lui, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait. Il y a des pays qui commencent comme le Sénégal et le Mali. Oui. Parce que le Sénégal a beaucoup de partenariats, par exemple, avec des clubs en France, comme le SMS. Mais tu vois, encore minoritaire. là, on parle de partenariat. Ça veut dire on est encore dans une chose où c'est peut-être encore un mot qui va être fort. On parle, pour moi, je mise à la colonisation. Carrément, je vais loin, tu vois. Mais on parle de partenariat, donc ça veut dire, voilà, on s'arrange, on te prend un prix. Voilà. Alors que les Brésiliens, c'est pas, tu viens, tu payes plein pot. Il y a des Brésiliens, et il y a plein de clubs qui sont floppés comme ça, qui sont venus, qui ont pris des joueurs, ils ont fait des essais avec des pseudos Neymar, Ronaldinho, qui sont venus, qui ont acheté des millions, mais des coûts, on parle de 30-40 millions pour des joueurs jeunes et inconnus, enfin plus ou moins, qui ont fait le buzz au... Tu te souviens pas du PSG, les deux attaquants Parce qu'en fait, justement, ça revient un peu pro, c'est ce qu'on disait, parce que pourquoi? Quand tu regardes par exemple Ronaldo, R9, Phénoménal, lui, il vient très jeune en Europe, au PSV. Mais il vient pas en post-formation. Tu vois, il vient directement chez les grands. Alors qu'il est très jeune. Et c'est un super talent. Oui. Ronaldinho, en fait, tous ceux qui viennent là, quand il vient, tu vois, très très fort. Enfin, en fait, ils sont des super talents. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, le gars, il se dit, faut qu'on ait attrapé les Brésiliens plus tôt. Comme ça, on est tranquille en fait à l'avenir. En fait, en gros, on aura le futur crack là-dedans. Mais encore une fois, là où le truc, c'est que nous, comme le signataire Mété, chez nous, on vient les chercher à la racine. C'est-à-dire que moi, tu vas dans un centre de formation, puis aller souvent et côtoyer, tu vois des mecs qui ont 16-17 ans, qui arrivent du Sénégal, ça je suis d'accord avec toi, qui arrivent du Congo ou autre, t'en vois beaucoup de jeunes. Mais tu vas rarement voir un Brésilien
un Non. Argentin en centre de formation. Et les mecs, ils arrivent, ils Pour viennent jouer. pour jouer avec les pros ou ils sont déjà dans le groupe professionnel. Oui, C'est-à-dire, je vois ce que tu veux ils encaissent déjà, enfin, ils suivent des choses pour l'économie du pays. Donc il y a déjà un transfert qui est fait. Pour certains, des 10, 15, 30 millions pour des jeunes qui n'ont encore rien prouvé. Mais il y a un travail qui est fait au Brésil. Oui. Par exemple, Neymar, avant qu'il arrive en France, moi je ne le connaissais pas, mais on voyait même Robinho, on voyait des vidéos. Des vidéos sur YouTube. Ils les mettent en avant. Donc il y a un travail de communication. Bon, là, après, ça revient sur mon truc à moi. c'est Un travail vrai. de communication, L'exposition. d'exposition, d'image. Mais avec des. Tu vois, quand tu vois Neymar jouer, il joue dans des grands stades avec des trucs. Mais malheureusement, nous, on a des petits frères à nous qui ne sont pas exposés. Il n'y a pas de championnat. D'ailleurs, pas de championnat, en parlant de ça, c'est ça que c'est très Pourtant, il y a des bons clubs. Hein. TP Mazembe, chez vous, il y a des clubs. En Tunisie La aussi. JSK. La JSK, il y a des. Et malheureusement, on n'a pas. C'est vrai que je crois que c'est l'exposition, je pense, qui leur fait défaut. Parce que des fois, quand tu veux parler avec des jeunes joueurs au pays, par exemple, ils sont très bons. Hein. Ils vont dire, ouais, mais en gros, parce qu'ils pensent que tout le monde est agent. Moi, je suis pas agent, mais en gros, dès que tu parles avec eux, ils croient que tu es un agent. Ça, c'est un problème aussi. C'est ça. Le problème, C'est encore un autre problème. Ça sera un mais autre sujet, mais c'est l'exposition. C'est-à-dire que tu vas parler à quelqu'un, ouais, mais est-ce que tu peux m'aider? Non, mais tu vas dire, mais est-ce que tu as une vidéo ou quoi que ce soit? La personne, elle a Il n'y a pas de vidéo. Voilà. Mais ça, c'est une bonne question. pas d'exposition. Les réseaux sociaux, tu verras, Rien. que des fois, il y en a, ils vont faire quoi? Ils vont avoir 3 comptes, 4 comptes. Pourquoi tu fais 3, 4 comptes? Tu vois, ils vont avoir plusieurs comptes. Donc, c'est fait que ça les pénalise. Parce que normalement, faut avoir un seul compte. Comme ça te maximise toutes les chances d'avoir Bien sûr. l'exposition. Tu vois. Donc, je pense que c'est plusieurs problématiques qui font que les joueurs africains sont pas cotés, je dirais, sur le marché. Mais d'ailleurs, Barclay, toi, maintenant que tu es un peu dans l'image, etc., tu penses quoi des joueurs sur les réseaux africains? Est-ce qu'ils ont des choses à envier aux joueurs européens dans comment ils utilisent leurs réseaux sociaux pour se vendre, pour le mercato par exemple? Alors en effet, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je suis dans la com et dans l'image. Du coup, c'est vrai que on développe avec Uni notre agence. D'ailleurs, l'UNFP nous a fait confiance pour les accompagner sur dans la communication et l'image. En effet, aujourd'hui, pour moi, l'Afrique n'a rien à envier en termes parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on arrive à voir sur les réseaux sociaux des jeunes. Moi, des fois, je regarde des jeunes ivoiriens qui font des blagues, etc. Donc, on voit que de là-bas, ils arrivent à toucher l'Europe, etc. Puisqu'on on commence à voir même des chanteurs qui commencent à faire aussi des rébos, tu vois, des Congolais ou des autres qui arrivent du bled à toucher l'Europe. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de. Maintenant, je pense qu'au niveau des clubs, je pense que le club aussi, c'est à eux. Comme par exemple aujourd'hui, nous on l'a fait avec le NFP, ils ont mis en place des choses, ils ont cru au projet en disant, écoute, viens, mets ta patte, fais comme vous les jeunes vous faites pour pouvoir qu'on puisse voir. Et aujourd'hui, quand tu regardes un club brésilien, moi j'ai l'impression de voir un club de Ligue 1, tu vois, ils sont structurés, ils jouent sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs africains ressentent ce besoin-là de mettre en avant le club, les joueurs, etc. Parce que c'est ce qui fait que tu vends un joueur, c'est quand tu le mets en avant, quand tu exposes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec un artiste? C'est que une maison de disques va faire quoi? Va le mettre en avant, tu vois, sur les playlists de radio, et c'est pareil pour un joueur. Robinho, je reviens sur ces cas-là, on nous l'a vendu à Santos quand il était encore au Brésil, avec il faisait des passements de jambes et tout. Tu disais, ouais, c'est les joueurs à avoir, tu vois. Après, au niveau de, comme je reviens au Brésil, comme on disait tout à l'heure, Santos, c'est un club historique. Oui, mais TP Mazembe, c'est un gros club aussi. Le Pelé. Oui, après, voilà, TP sur ça, Mazembe, ils ont une académie. Ils ont une académie, mais par contre, ce qui en fait, qui ne va pas aider le football africain, c'est chez les jeunes, il n'y a pas de compétition. C'est ça aussi. Par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont une académie, mais l'académie va jouer contre qui? C'est ça en fait. Donc, ce qui fait qu'en effet, ils ont une académie. Ils ont pu sortir certains joueurs, notamment Mouleka, qui est sorti de là-bas. Il y a certains joueurs, mais c'est vrai qu'après, pour venir en Europe, c'est vrai qu'il y a toujours des petits hics en fait. Il manque peut-être un crack qui sort d'un de nos clubs africains. Oui, mais ce le crack, crack, faut comment le tu le mets en détecter. avant, comment tu le détectes, c'est tout ça. en fait. Est-ce qu'on a la structure? Est-ce qu'aujourd'hui on a la structure? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et comme Etel a dit, il y a on a des parce qu'on en a plein, on peut en citer plein, hein, des joueurs qui viennent du bled et qui arrivent en Europe et qui explosent, mais qui arrivent très jeunes. Mais malheureusement, ces joueurs, ils sont déjà pris. Donc, ça veut dire que la valeur du joueur, elle est déjà aperçue à partir du moment où tu le récupères à 16, 15 ans, 12 ans pour certains et que tu les ramènes dans Alors, on va pas se plaindre parce que c'est une opportunité énorme pour ces jeunes-là qui bénéficient de la scolarité, qui bénéficient de tout ce qu'un club professionnel peut mettre en place. Donc, déjà, on va remercier quand c'est bien fait. En général, quand tu viens en centre de formation, franchement, de tes 12 ans, enfin de tes 13 ans jusqu'à la fin,
voilà, les gens, dans tous les cas, tu as une manière de pouvoir te réinsérer dans la vie. Et ce qui est très, à côté du football, c'est très important de pouvoir aussi vivre à côté, parce que tu grandis humainement. Donc après, c'est des gens qui, quand ils sortent de ce cursus-là, qui réussissent ou pas, réussissent à se réinsérer dans la vie. Et puis donc, on donne une opportunité à un jeune de devenir quelqu'un, tu vois, en dehors de toutes les difficultés qu'on peut connaître en Afrique, etc. Mais force est de constater que y a ce souci-là où quand on vient chercher un jeune, très jeune, forcément, lui aussi, il a une appartenance avec c'est plus la même valeur en fait que le Brésilien que tu vas chercher à 18-19 ans, qui a grandi dans son pays, qui a évolué, et quand il vient, il sait qu'il vient en tant que crack, comme tu dis, tu vois, il arrive en mode je viens pour représenter mon pays parce que je viens de loin. Oui, c'est aussi une question d'histoire. On va parler d'exposition et on va parler justement de la Coupe du Monde et des équipes africaines qui y sont. Donc pour rappel, on a la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et le Cameroun. Est-ce que vous pensez que les joueurs qui vont jouer cette Coupe du Monde avec leur sélection, justement, est-ce qu'il y aura une augmentation, entre guillemets, de la valeur marchande pour ces joueurs? Est-ce que sur le mercato, ils vont peser un peu plus, quel que soit leur parcours Moi, je pense que l'équipe qui va dépasser les quarts ou les demi-finales, elle aura ce vrai plus-là. Mais si, comme les précédentes Coupes du Monde, si les équipes africaines ne sortent pas des poules ou sortent juste la première étape puisse se faire éliminer, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'impact. À l'époque, notamment, on peut voir le Nigeria faisait quand même des parcours assez intéressants, le Ghana et le Cameroun. Donc ces équipes-là... Et le Sénégal en 2002, c'était pas trop dégueulasse. C'était ça. Et si on regarde bien, dès que ces équipes-là en fait, ont fait des bons parcours, on a vu que derrière, au niveau mercato, c'était un peu plus intéressant pour ces équipes-là. Notamment le Nigeria, à l'époque, on avait plusieurs personnes. C'était à l'époque, il y avait Georges Finidi, il y avait vraiment beaucoup de joueurs, ce qui fait que ça leur a permis en fait, de pouvoir s'exposer. On l'a vu aussi avec les Camerounais. Et ensuite, donc, eux, en fait, lorsqu'elles dépassent, après des bons parcours, ça impacte directement le mercato des Camerounais. Mais à l'inverse, si elles sortent aux poules, oui, mais tu as 3 matchs de poules. Si je suis un joueur qui suis sélectionné dans l'équipe, par exemple, du Cameroun et je joue en Tunisie, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent là, ou dans un pays un peu plus exotique, peut-être la Chine, ou peut-être aux Émirats, etc. À petite échelle. Et voilà, un petit club, un club vraiment de seconde zone. Et là sur ces 3 matchs, je suis le feu follet qui met à mal les défenses adverses. Comme on a vu le Camerounais à l'époque qui avait signé au Japon, comment il s'appelait Basodog. Voilà, à l'époque. Dans ce cas-là, je suis capable de vraiment me donner une meilleure valeur marchande dans le mercato parce que j'ai. À ma petite échelle alors. En tout cas. Ça dépend, petite échelle ou grande échelle? Moi, je parle vraiment à grande échelle. Ah, petite échelle, oui. Un gars lambda qui joue la Coupe du Monde, il a gagné. Oui, voilà, il a gagné. C'est-à-dire qu'il va trouver un club lambda. Mais s'il veut vraiment toucher le top, ou pas. Parce que Bassoko, il a quand même, il a changé sa vie quand même à travers ça, tu vois. C'est ça. Donc, changé beaucoup de choses. Si le gars, par contre, il joue en fait, comme j'ai dit précédemment, il arrive quart de finale, demi-finale, là, il pourrait essayer de peut-être pas les top, mais au moins des équipes intéressantes. Moi, j'ai une petite question pour Hichem. Est-ce que la Coupe du Monde 2014, elle a changé l'image qu'on avait de l'Algérie? Et est-ce que ça a pu donner plus d'impulsion à cette équipe? Parce que c'est vraiment à partir de 2014, moi en tout cas, que j'ai l'impression que cette équipe. Alors oui, parce qu'en 2010, nous, on n'est pas sorti des poules, avec une équipe très défensive, où on était là-bas pour défendre, c'était un peu... Et l'équipe de Vaïda Elozic, oui, elle a donné vraiment un petit talent offensif. Nous, en tant qu'Algériens, on était très contents de regarder même de la regarder. Mais il y a eu des joueurs qui finalement n'ont pas été transférés dans un truc. Et pourtant, il y avait de très très bons joueurs. Mais Brahimi, FC Porto, il reste au FC Porto. Très bon Brahimi à l'époque. T'avais Slimani. Oui, Slimani qui est peut-être allé à Leicester, qui a fini champion, qui était allé pour la Ligue des Champions, mais qui n'a pas réussi, peut-être. Mais mis à part ça, défensivement, c'est resté dans leur club. Mais Hichem, est-ce que maintenant, les joueurs qu'il y avait, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux joueurs qui étaient déjà en place dans les grands clubs, avaient aujourd'hui leur place, tu vois? Pour moi, les joueurs qui ont mérité, à cette époque, si on parle on parle de joueurs qui étaient jeunes, etc. Riyad Mahrez, il a prouvé, il a City. Oui, mais Riyad Mahrez, ça a été surtout à Leicester qu'il a prouvé. Il n'a pas eu besoin du monde. Mais ça, c'est venu. Si tu veux la sélection, parce qu'il s'est vraiment comporté en tant que leader dans cette sélection de l'Algérie, ça a ajouté, comme on parle de plus-value, pour moi, Riyad Mahrez, la Coupe du Monde, tout ce qui se passe. 2019, tout ce qu'il fait, tu vois, ça apporte une plus-value à ce joueur-là. Aujourd'hui, à 31 ans, il se retrouve dans
tu vois, dans la liste qui est sortie récemment des joueurs appelés au Ballon d'Or, tu vois. Sûr. Et c'est pas rien. Mais je pense que ouais, est-ce que les joueurs à ce moment-là aussi, est-ce que nos joueurs aussi apportent, tu vois, c'est quand à chaque fois que tu as un joueur qui est vraiment, qui fait vraiment quelque chose d'autre comme Drogba ou autre, etc. Oui, on le voit tout de suite et tout le monde se l'arrache. Mais pour moi, je pense encore une fois qu'il faut être aussi au-dessus. Malheureusement, voilà, mais là ça va revenir à un truc que tu veux dire. Il faut toujours qu'on soit peut-être encore plus fort que ceux qui sont déjà en place, comme les Brésiliens le font. Là, tu parles de Drogba, mais Drogba, c'est un joueur qui était déjà établi dans son équipe et qui allait dans tous les cas y rester. Oui. Mahrez, pareil. Mahrez à Leicester, oui, mais justement la sélection, comme on pose la question, a apporté. Moi, je pense que la sélection leur a apporté, tu sais, le poids, parce qu'on parle sur un footballeur, on parle de lui, le joueur, mais on parle aussi de la dimension qu'il a autour de lui. Et donc, ces gens-là, le poids qu'avait Drogba en Côte d'Ivoire, le poids qu'a Mahrez aujourd'hui en équipe nationale. C'est-à-dire que c'est des choses qui permettent aussi d'ajouter, pour moi, une plus-value à un footballeur. Et on le voit avec Mané, le Bayern a gagné énormément d'abonnés sénégalais depuis que Mané. Mais ils sont pas fous quand ils ça, c'est partout. Mais oui, c'est partout. Mais sur un Mané. Bon, je sais pas si, je pense pas que l'objectif est plutôt sur les abonnés, mais ils savent très bien pertinemment qu'en recrutant Sadio Mané, ils vont gagner énormément d'une communauté sénégalaise. Sénégalais, africain. Tu le sais. Dans les 30 millions que tu mets, tu sais que tu vas amortir. C'est une fierté pour le pays. Mais c'est partout. Quand Belaïli signe à Brest, quand il signe à Brest, ils ont jamais vu ça. Ils ont doublé, voire triplé leur nombre d'abonnés. Et même moi qui supporte aussi le FC Nantes, on vient de recruter Mohamed, l'attaquant égyptien. Ouais. C'est une inondation de commentaires écrits en arabe sur les réseaux sociaux du FC Nantes. Hein. Ah oui. Donc le joueur africain est très suivi par sa communauté. Oui, attention. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont bien développés là-bas. Merci. Et donc c'est vrai que tu y gagnes. Maintenant, je pense que le club, en tout cas en termes d'image, il gagnerait à recruter des joueurs africains. Mais ça ne reste qu'en termes d'image. Maintenant, il faut aussi sur le terrain, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Voilà. Et sur le terrain, pour l'instant, je pense que ce qui pénalise les Africains en général, c'est parce qu'aucune équipe africaine a gagné la Coupe du Monde. Même les demi-finales, je pense que ça joue quand même. Ça peut jouer, mais parce qu'en fait, on se rappelle que des gagnants. T'as que des personnes, ça va être quoi? Ça va être de temps en temps, t'auras un Mané qui va être au top. Toi, c'est pas en fait, c'est pas beaucoup. Par exemple, là, les Brésiliens, un Brésilien, même s'il n'est pas top, il va jouer dans un top club. C'est ça en fait. Donc, il y a oui, parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un autre système, c'est autre chose. Est-ce qu'ils sont pas surcotés justement parce qu'ils sont brésiliens? Moi, je dirais surcotés en fait. Par exemple, c'est comme un Anglais. Moi, je pense un peu. Tu vois, les Anglais, ils s'exportent jamais dans d'autres clubs européens. Ils partent jamais pour des grands montants aussi, tu vois. Voilà, aussi. Non, c'est vrai que les Brésiliens, ils sont surcotés, mais ça s'explique. Surcotés, un peu par l'histoire. Non, pas surcotés, ouais. Non, parce que pour revenir à ce que tu dis surcotés, c'est comme. Attention, on parle des Brésiliens aussi. Donc, surcotés, c'est quand même un grand mot, tu vois. Je dirais pas surcotés, mais sur certains joueurs. Bien évidemment, certains joueurs. Parce qu'il y a eu des flops. Voilà, oui. Bien évidemment, sur certains joueurs, ils sont soumis. Après, c'est logique. Au vu de leur histoire, au vu de leur palmarès. Tu peux tenter des coups. T'es obligé quand t'as. Dans l'esprit des gens, ils disent que lui, peut-être que derrière lui, on a peut-être le futur, je sais pas moi, Ronaldo et ainsi de suite. Bien que c'est difficile de retrouver le nouveau Ronaldo R9, mais c'est ça. C'est comme, par exemple, pour rejoindre un peu ce que tu dis, c'est comme aussi le français. Le français à l'étranger, moi pour avoir joué à l'étranger, non pas sous-côté, attention. Non, mais sous-côté. Oui, sous-côté, d'accord sur ça. Dans certains pays, moi j'ai eu la chance de bénéficier du fait d'avoir la deuxième nationalité, d'être français. Et ouais, t'arrives, on te voit, on parle de joueurs qu'on carte Thierry Henry, on vous dit, peut-être que j'ai peut-être, comme tu dis, exactement. Et moi, aujourd'hui, je peux dire que d'avoir été français, à un certain moment, ça taille. Mais alors, comment est vu le joueur africain dans les clubs que, par exemple, quand tu es allé en Suède, en Slovénie, comment il voit, comment il perçoit? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est difficile parce que déjà, une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que bizarrement, tu as un quota au niveau des joueurs africains. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il y avait des joueurs avec qui je jouais, par exemple en Slovénie, tu avais le droit qu'à un seul étranger, pas un joueur africain, mais un seul étranger. Ça veut dire que ça limite déjà hors UE, donc ça veut dire que du Japon, ça peut être partout, mais ça limite déjà le nombre de joueurs, le nombre de possibilités, tu vois. Donc déjà, il y a déjà quelque chose de compliqué. Et aussi, pour revenir juste à la France, au niveau exportation, c'est très bien placé. L'Île-de-France est le meilleur vivier. L'Île-de-France, c'est le meilleur vivier. Même de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le meilleur. Mais l'Île-de-France est un vivier qui exporte aussi des Africains. C'est-à-dire que Riyad Mahrez, il est africain, il joue pour l'équipe nationale algérienne. Ouais. Donc, on est capable, en Île-de-France, de former l'Africain qui sera la star de demain. Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, en termes d'infrastructure, moi, par exemple, je ne pense pas qu'il y ait des joueurs congolais qui sont très bien ici dans leur club en Ligue 1, qui auraient envie d'aller jouer pour le Congo, vu en fait la situation qu'il y a autour de l'équipe nationale. Ça dépend si l'équipe nationale est structurée. Une équipe comme l'Algérie, le Sénégal, même la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, il n'y a pas de problème. Et encore, on y arrive, il n'y a pas de problème, c'est beaucoup mieux, ouais, mieux. Mais voilà. Il y a d'autres équipes où tu te dis, ouais là c'est un plan Bourbier, j'y vais pas.
On n'est pas Ah à oui. Clairefontaine, quoi. Voilà, exactement. On n'est pas à Clairefontaine, on n'est pas en Belgique où je suis allé récemment voir. Tu vois, les gens, ils ont des. Tu vois, quand tu vas, comme tu dis, tu vas à Clairefontaine, t'as une base, tu te sens vraiment, t'es chez toi. Tu vois, moi, je suis en sélection, alors, je vais pas dénigrer, on était très bien accueillis, on voyageait d'hôtel en hôtel, on prenait l'avion. C'était, franchement, moi, mon passage en sélection était vraiment magnifique. Tu vois, j'ai vraiment des bons souvenirs et ça m'a pu suivre un peu ce que j'ai fait. Donc, vraiment, voilà. Mais c'est vrai que. On n'est pas Clairefontaine pour faire ça, tu vois. On n'est pas Clairefontaine ou autre. Mais aujourd'hui, vous pensez que si les clubs africains, justement, arrivent à se développer et à donner énormément de visibilité et à leur championnat, et à leurs joueurs, et aussi à leurs entraîneurs, parce que c'est quand même important, Exactement. est-ce que vous pensez que, justement, la cote de ces joueurs va changer sur le marché occidental? Alors moi, j'aimerais revenir sur une annonce qui a été forte ces derniers temps, c'est la Super League. Ouais, ça c'est. Là, la Super League africaine qui vient de se créer, là, enfin qui va se créer, avec les meilleurs clubs africains, peut-être qu'on va avoir des top joueurs qui vont jouer dans cette Super League, qui vont pouvoir s'exporter. Après, est-ce que s'exporter, c'est un objectif aussi dans une carrière? Est-ce que Ça, c'est vrai que pour un joueur pour un africain, joueur, s'exporter en Oui, Europe, parce que c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on a eu le cas avec Trésor Mpoutou, qui à l'époque, tu vois, il flambait un peu avec le TP Mazembe. On est venu chercher en Europe et lui, il voulait peut-être pas, tu vois, il voulait pas. Ouais, c'est vrai qu'après lui, son sujet, c'est vrai que son dossier vois est assez particulier parce que bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Apparemment, donc lui, selon ce qu'il disait, c'est aussi, comment dire ça, son président qui n'est pas forcément voulu de ce qui part. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté en fait où certaines personnes se sentent bien sur le continent. Lui, c'est un cas assez particulier, mais sinon, en effet, tout va dépendre. Non, notamment en fonction de ce que tu es en train de nous dire là, étant donné qu'il y aura la Super League. Les clubs, ils ont plus de finances, ils ont plus d'argent. Beaucoup plus. Est-ce que justement, avec leur salaire, ils n'arriveront pas à garder les joueurs sur le Comme ils ont fait avec Mpoutou. Ouais. À l'époque, lui. Et puis est-ce que le transfert inverse peut aussi se faire? Est-ce qu'on peut voir des Est-ce que aussi des tu joueurs vas jouer en avoir Europe, aller en beaucoup de joueurs Afrique? qui pourraient aller jouer en Afrique? Parce qu'il y en a qui vont en Afrique. C'est très rare, c'est qu'on vraiment. Oui, comme il y en a qui vont au Brésil. Mais Voilà, ça, je pense. Oui, ça, c'est les fins de carrière, Voilà, peut-être. ça, je pense que c'est les fins de carrière. Peut-être que Mané, en fin de carrière, se dira allez, je vais rejoindre le TP Mazembe Après, parce que. Et encore, on n'y Après, est pas. Hichem, n'oublie pas, On y est les pas encore. Américains, ils ont commencé comme ça aussi. Et Non, mais les Américains sont venus avec beaucoup de moyens. Les Américains, ils sont venus c'est ça, ils ont avec. des Et puis tu moyens. vas vivre à Miami, Ah oui, tu vas vivre à tu Los peux pas. Angeles. Mais après, vous avez... Pas à Luanda, tu vois, je veux dire. Ouais, vous avez des villes pas trop dégueulasses. Allez Non, vivre à Abidjan. très beau, très beau. Mais c'est pas pareil. C'est pas les C'est States. pas pareil. Tu vois, moi, je me propose d'aller vivre. Enfin, voilà. Ça dépend. Hein. Il y en a qui sont en mode back to Africa, il y en a qui sont en mode dans l'esprit. Ils veulent, tu vois, non, mais c'est vrai que Non, ça mais- ouais, je comprends. Mais si tu parles, dans le cas il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais, tu vois, il y a la sécurité, paramètres. bon, revenir un peu sur ce que Thauvin en parlait. Enfin, bref, on ne parle pas de ça, mais la sécurité, le cadre de vie, il y a beaucoup de choses, tu vois. Qu'aujourd'hui, oui, l'Afrique se développe, La et vie de bien famille. sûr, la vie de famille. Dans un joueur, quand tu es un joueur, tu as une famille. Tu as une famille avec toi, tu as des choses. Est-ce qu'ils ont envie d'aller là-bas? C'est Sachant pas que, dit. oui, on sait par contre, l'Afrique est développée, il y a des écoles françaises, il y a tout pour et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que tu vois, c'est pas accessible à tout le monde. Alors qu'en Amérique ou en Europe, tu auras l'impression de vivre comme tout le monde. Sachant que si tu vas en Afrique, tu vas être privilégié, ça va être Spécial. Ça sera différent. Mais c'est faisable, c'est un truc qui Et peut je être pense que faisable. les joueurs peuvent partir. Moi, ils peuvent. Moi, je suis un club, je vois une ligue où il y a du niveau. Oui. Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des bons joueurs. Ils s'affrontent et je repère un joueur, je me dis, il a l'habitude de jouer des matchs de haut niveau. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que la différence entre le TP Mazembe et le 10e du championnat, Ah ouais. c'est Ah, immense. ouf. Ah, oui. Donc, Ouais. on se dit pas il joue chaque semaine contre des gros. Là, il va jouer chaque semaine contre des gros. Là, je vais pouvoir me dire, ok, en Ligue 1, il va pouvoir jouer contre Nantes, Lille, Brest, Reims. Peut-être. Il va peut-être. Mais au moins, c'est un Tu peu peux comme... comme projeter en fait. Ouais. Voilà, c'est un peu comme se dit Deschamps. Deschamps, on ne prend que des joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Dans sa tête, c'est comme ça. Il se dit ça. Il se dit, si tu ne joues pas une compétition européenne, je ne peux pas te juger. C'est ce qui a été le cas avec Kenny Lala. À l'époque, tout le monde rêvait de lui en équipe de France arrière droit. Non, Kenny Lala joue à Strasbourg. Je préfère quelqu'un qui joue la Ligue des Champions. Terminé. Mais il y a aussi quelque chose à soulever. Après, parce que partir au il y a certains joueurs justement africains qui sont venus en Europe qui ont floppé. Oui. Cité par exemple, il y a certains joueurs congolais par exemple qui sont pu venir en Europe, pourtant qu'ils ont cartonné en Afrique, qui sont venus ici, ils ont floppé. Tu as aussi d'autres joueurs, je crois que c'était un Tunisien, Sakni par exemple, très bon. Oui. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas venu tester en Afrique, en Europe. Belaïli, son premier passage à Angers, C'était pas flop. tu vois. Nous, il y a repart. Moubélé, tu vois. Il était, je crois, meilleur joueur, je crois que c'était en 2014, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique. Non, de la Ligue des Champions africaine plutôt. Il avait cartonné. Il est arrivé ici. À Rennes, ça a très bien commencé, pas de souci. Après,
L'année suivante, il a commencé en fait à descendre, jusqu'après il a fait Toulouse jusqu'à flop. Et aujourd'hui, malheureusement, ça c'est embêtant pour lui. Donc je pense que c'est ça aussi qui, dans l'esprit des certains clubs, se disent que celui qui vient d'Afrique ne va pas forcément cartonner ici. Moi, je pense que celui d'Afrique, c'est pas celui qui, comme Mané, est arrivé jeune, qui a fini sa formation, mais ceux qui a déjà confirmé en Afrique, qui vient ici, c'est pas forcément qui va réussir. Mais est-ce que c'est pas une question d'acclimatation? Exactement, c'est pas que l'Afrique, c'est ce qu'on a le cas avec des Brésiliens, avec des Chiliens, avec des Coréens, tu vois, c'est ça. C'est vrai. Je pense pas que ce soit que l'Afrique. Si on doit faire une proportion, les Brésiliens, en grande partie, quand ils viennent ici, en général, ils réussissent. Pas tous. C'est vrai que pas tous, mais une grande partie quand même. Je suis pas convaincu. Je pense franchement, il y a un grand nombre. C'est vrai qu'il y a un grand nombre. En tout cas, il y a des gros exemples. Il y a des gros exemples de réussite. Il y a des gros exemples de réussite. Les Chiliens et ainsi de suite, il y a beaucoup de. Mais c'est vrai qu'au niveau africain, il y en a beaucoup qui ont réussi. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais je parle bien de ceux qui ont confirmé en Afrique. Professionnels en Afrique. Voilà, et qui sont venus. C'est pas ceux qui sont arrivés très jeunes comme Eto'o ou Drogba, ils sont arrivés vraiment très jeunes. Là où je vais te rejoindre, après, là, on est sur un point là où c'est vrai, parce qu'on revient sur la même chose. L'Africain, quand il vient, enfin, le joueur africain, quand il arrive en Europe, à cet âge-là, enfin, beaucoup plus âgé qu'au centre de formation, que les jeunes qui sont formés en France réussissent, flambent et font les carrières qu'ils font. Mais entre le Brésilien, par exemple, et l'Africain, le Brésilien arrive déjà, il est déjà professionnel, il a connu des centres de formation au Brésil, donc il est là, il est prêt à jouer. Attention pour certains joueurs. Mais l'Africain, il a sa vie, il est truc, il est autre chose. Donc quand il arrive en Europe, on dit écoute frérot, demain à 7h t'as entraînement, il y a la pesée, il y a ça, il fait froid, t'as vu, il y a beaucoup de choses que tu. Après ça dépend, parce qu'à Mazembe par exemple, si je prends le cas du joueur de Mazembe, le cadre il est professionnel. Ouais, mais la rigueur n'est pas la même que tu vas retrouver à Rennes. Juste Rennes, hein, si on parle juste de Rennes, attention, c'est pas les mêmes. Ils se tous les jours, hein, les mecs. Oui, c'est pas. C'est vrai que si t'as mangé le soir McDo, ils le savent le matin. J'étais à l'UNFP pour être à l'UNFP, etc. Et d'avoir vu, ne serait-ce qu'à l'UNFP. Il y a des conditions. Imagine, t'as pu suivre j'ai vu les petits déj, les trucs. T'as les GPS, t'as tout ce qu'il faut. T'as suivi au millimètre près. C'est-à-dire que si t'es pas habitué à ça, le matin, à 7h, tu te lèves. Et si t'as du pont en trop, Olivier, le préparateur physique, il va dire le matin, avant le petit déj, on va courir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, tu vois, alors que toi, t'es au Deblé, t'as pris ta Primus. Tu vas pas jouer un match avec du Bakayabou dans le ventre, quoi. Et tu comprends. Et ça, voilà, tu comprends. Certaines personnes d'une certaine équipe nationale. Et c'est vrai, tu vois. Et normalement, ça, c'est interdit. Avoir des joueurs comme ça, que tu peux pas venir et manger un gros plat. Et il est là le problème. Le Brésilien, chez lui, il sait. Il sait faire la fête, mais. Il est passé au centre de formation, donc il a inconsciemment cette graine qu'on a mis en toi qui va t'instaurer cette discipline. Ils forment des champions là-bas. Voilà. C'est comme ça, ils sont en train de former des champions. Nous, malheureusement, ici, les champions, ils sont formés, heureusement aussi, parce qu'encore une fois, il faut les remercier, ils sont formés par les centres de formation français ou autres qui réussissent, mais les champions sont formés ici. C'est peut-être parce qu'en Afrique, il y a. Excusez-moi, mais il n'y a peut-être pas la culture du foot aussi, peut-être. Aussi. Non, la culture du foot, elle y est. La culture du foot, mais c'est le foot comme professionnalisme. La culture, je sais pas quel terme on peut, la culture du foot, l'envie, l'amour du football est lié. Oui, mais après, ça y est. L'éducation, voilà ça, l'éducation, on va dire, tu vois, la formation, etc. C'est peut-être ce qui va manquer, alors qu'au Brésil, encore une fois, si tu vas et tu regardes des reportages, les mecs, des petits, ils vont sur le sable, on vous entraîne, on vous éduque, tu vois, à devenir des champions. Parce qu'il y a aussi des grandes étoiles, on vous éduque à devenir un champion. Et il y a des références. Alors qu'en Afrique, peut-être aussi qu'il manque ces références-là, parce que peut-être nos références aussi sont peut-être trop anciennes. Tu vois, on a des Georges Weah et ça, c'est peut-être trop ancien, ça parle moins. Alors que les Brésiliens, ils rêvent de Ronaldo, Neymar. Le dernier Ballon d'Or, du coup, France Football, qui est un Africain, c'était 95. Et ça fait longtemps, tu vois. Très longtemps. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde en France, comme nous, les Français, nous, comme on a grandi chez nous, quand on faisait que du foot, parce qu'on voit la Coupe du Monde 98. 2018, la même. T'as vu, ça veut dire qu'on est là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, il met à disposition, nous, on avait connu un stade chez nous qui était en pire, ils l'ont changé une masse synthétique. Voilà. Ils te donnent envie. Et nous, de chez nous, ça veut dire que nous, dans la vie, nous, on jouait tout le temps. Et on revient après sur la situation. Nous, c'était ça dans le 18e, mais après, tu as ça dans tout Paris. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Paris est le vivier du football français. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard, c'est du travail. Mais moi, je voulais revenir parce que ça m'a fait rire quand j'y ai pensé. Mais le joueur africain, pourquoi il a du mal à s'exporter aussi, c'est une des raisons, et c'est que le club a peur de son âge. Pas encore. Ah ouais, ça a peur de son âge. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va recruter un joueur de 19 ou de 23. Moi, je suis encore. On a l'exemple avec Mbemba. Là, il y a eu cette question. Écoute, quel âge as-tu? Tu te rappelles? Oui, mais il est bon sur le terrain. Et ça n'a pas empêché. Quel âge tu as? Mais regarde l'histoire, encore un exemple avec Gaylor Kanga. Qui a eu, on parle de son âge là, mais ça n'empêche, il est bon.
C'est ce que je veux dire. Moi justement, ce qui fait peur, c'est sa discipline. Un Djemba à l'époque où Ferguson va le chercher et l'amène. Le mec, on te donne l'opportunité frérot, il a acheté des abonnements à toute sa famille, des voitures. Donc c'est ça surtout. On parlait il n'y a pas longtemps d'Eric Bailly. Mais tu vois, c'est pas sa priorité. Mais non, ce n'est plus. Ce n'est plus sa priorité. Exactement. Et là, le problème, c'est là que les clubs ont peur. Parce que, tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas l'âge. Oui, mais l'âge, regarde l'âge, Barclay. Quand tu mets de l'argent sur un joueur qui a 20 ans ou qui a 25, c'est pas le même prix. Donc lui, il sait pas s'il doit investir autant sur un joueur à 20 ans africain. Rappelle-toi à l'époque, quand on avait fait la formation là, de recruteur. Je ne veux pas citer l'académie, mais la personne s'est formée sur les académies en Afrique. Il nous a dit que les jeunes, quand ils formaient les jeunes, ils formaient au poids. Ils ne formaient pas à l'âge. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que lui, qui connaît très bien le football européen, parce que c'est un Européen, et qui est en contact avec plein de clubs, il a dit que c'était au poids. En fait, il regardait même pas la. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça peut être vraiment freine. Après, c'est peut-être que s'il y a une grosse polémique sur un joueur, ils peuvent être un peu. Ça freine le club inconsciemment, je vous jure. Ouais, mais même former un joueur au poids, ça revient moins limite à de la discrétion. C'est même pas un critère parce que tu peux avoir 18 ans et malheureusement t'es gros et t'es mort, donc c'est même pas un critère. Mais pour moi, l'âge, aujourd'hui, chez le football africain, c'est pas un sujet. Enfin, oui, ça peut être un sujet. Il y en a. Mais la polémique est vite balayée en touche parce que le joueur il est bon. On a vu Gaylor Kanga, plein de polémiques, Gabon, on l'a laissé et puis il joue. Bassogom, on sait pas il est là, mais il fait des sous en millions et il continue à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de joueurs, Eric Bailly, Chancel Bemba, on dit Coupe du Monde, gros plat, on doute de son âge, mais il joue encore, tu vois, il fait des sous. Tu vois, mais Chancel, il est. Non, il est bon, Chancel. Il a quel âge? 42. Il a 40. Je rigole. Chancel, si tu nous écoutes. Tu seras là un jour. Promis. Mais écoute, quand même, t'as vu, il y a cette polémique d'âge, elle est tout de suite balayée en touche parce que le mec sur le terrain, il fait le taf. Ouais, il est bon, il fait c'est ça qui est. Mais ils vont avoir peur de le recruter peut-être. Et même à souligner, c'est un petit aparté, pour moi, c'est ces 10 dernières années-là, Chancel Bemba, c'est le meilleur joueur congolais pour moi. En tout cas, en termes de régularité. C'est en évolution pour un gars qui vient du pays. Concrètement, c'est la formation. Parce qu'en fait, il y a notamment en fait, une académie, bon après je ne sais pas si on peut la citer, la GMJ, qui est dans plusieurs pays, notamment au Mali, c'est eux aussi qui ont formé en fait en Côte d'Ivoire. Mais oui, mais tout ça, en Algérie avec Paradou. Donc voilà, c'est ça. Et c'est ce qui se passe, comme tout à l'heure Métel disait, les joueurs, comme avec le FCMS, qui travaillent au Bled depuis longtemps, ils ont des joueurs qui sont implantés. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, etc. C'est des pays francophones. Aussi. Et les Français savent aussi aller détecter, chercher. On parle d'Eric Bailly, voilà, c'est un des. Les Anglais aussi, avec les Nigérians, les Ghanéens. Je vais vous poser une petite question qui va peut-être clôturer l'émission. En tout cas, avec nous, après sur les réseaux sociaux, vous faites comme vous voulez. D'après vous, ça serait quoi en fait? Quelles seraient les solutions pour que justement le joueur africain il soit vendu à sa juste valeur sur le marché? Une meilleure communication de la part des clubs africains et de la part du joueur lui-même. Peut-être une refonte de cette Coupe d'Afrique pour essayer d'enlever ce frein de la CAN en plein milieu de saison. Et puis je rajouterais un sacre d'un pays africain en Coupe du Monde. Je pense que là... Un sacre ou un bon parcours. Il y aurait plus de... Oui, mais arrêtons avec le parcours. On a l'impression qu'à chaque fois, on doit se dire juste on fait un beau parcours. Non, il faut y aller pour la gagner. Le Sénégal, pour moi, je vois pas pourquoi ils iraient pas pour aller la gagner. Ils la gagneront peut-être pas, mais au moins il faut y aller pour aller la gagner. Ils ont des joueurs internationaux qui jouent dans les plus grands clubs européens. Ils sont équilibrés. Gardien, défense, milieu, attaque. Il faut y aller. Et c'est là le problème. Le problème aussi, c'est que nous, on se contente suffisamment. Des fois, peut-être que le joueur africain se contente du peu. J'ai signé à Manchester, j'ai gagné de l'argent, je joue plus. Exactement. Je vais à la CAN, je vais à la Coupe d'Afrique, je me fais voir, j'ai négocié mon transfert, je joue plus. Alors qu'avant, il y avait des champions, tu vois, des mecs comme Drogba, comme truc, il y a Touré Eto'o, tu vois, qui avaient la. Quand tu as une opportunité, tu dois avoir la dalle et d'aller jusqu'au bout et puis d'aller chercher justement à gagner parce que. On se souvient que des champions, on voit tout ce qui se passe quand une équipe gagne la Coupe du Monde. En France, on le vit et on l'a vécu 2 fois. C'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Et quand un pays africain gagne aussi au pays, c'est exceptionnel. Donc au Sénégal, tu vois. Donc oui, pareil, moi je pense que un sacre, c'est important, qu'un de nos joueurs aussi puisse remporter peut-être le Ballon d'Or, que le footballeur africain continue de faire ce qu'il fait actuellement, puisque c'est bien aussi. Il faut pas négliger qu'il y a comme une belle évolution à travers au niveau de la Coupe d'Afrique, etc., que les clubs essaient de se développer, que les joueurs aussi
apportent leur expérience. Aussi, on voit aussi que pas mal de joueurs, anciens joueurs professionnels, commencent aussi à s'instaurer dans des fédérations. Un big up à Distel Zola, par exemple, qui lui, forme à Monaco, commence à faire des projets aussi au niveau du Congo. Donc, on voit aussi c'est ça. Donc, je pense que c'est avec le temps et avec de l'organisation, de la patience, de l'investissement. C'est important, l'investissement des clubs. Et surtout, comme il a dit aussi, de la communication, de la visibilité. Mettons nos clubs en lumière, en valeur, tu vois. Et essayons de leur apporter vraiment cette structure et pour pouvoir... et pourquoi pas être avec les clubs, tu vois, les clubs européens, français, avec qui ils sont, pour pouvoir justement envoyer des gens, travailler, progresser, éduquer, et pour devenir justement avoir cette lumière. Et je pense que oui, mais je pense que dans le temps, d'ici quelques années, il va se passer quelque chose. Et Lionel? Comme tu as bien dit, comme vous avez bien dit, donc vous avez donné un peu tous les aspects, mais donc le sacre en Coupe du Monde, ça c'est important. Parce que tant qu'en fait une équipe africaine ne va pas gagner un sacre en Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, selon moi, je pense qu'elle va être toujours sous-cotée. Pourquoi la Copa aujourd'hui elle est considérée? Parce qu'il y a le Brésil, l'Argentine, il y a l'Uruguay, c'est des pays qui ont déjà gagné la Coupe du Monde. La Chili qui font des bons parcours. Et qui ont aussi les meilleurs joueurs du monde. Hein. Ils ont les meilleurs joueurs. Donc c'est ça en fait qui fait que quoi qu'il arrive, la Copa elle aura toujours la cote. Bah, l'Europe c'est l'Europe, donc c'est dire que l'Allemagne, la France, c'est les équipes qui gagnent l'Espagne, qui ont dominé le monde. C'est ça. Donc c'est dire qu'il faut qu'une équipe africaine gagne la Coupe du Monde ou arrive régulièrement en demi, voire la finale. Il faut la gagner. Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, la communication sur les clubs, sur les joueurs, ça c'est très important. Donc voilà, tout ce qui va être digital, statistique, voilà, avoir toutes ces informations pour nos joueurs et pour nos clubs. Et quoi d'autre. Et la problématique de la Coupe d'Afrique. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, trouver un dilemme pour pouvoir, voilà, que les joueurs africains puissent jouer leur CAN sans se tracasser en se disant oui, est-ce que si je pars à la CAN, est-ce que je serai pénalisé? Et les clubs aussi peuvent acheter, mettre des gros sous sur un joueur africain sans se dire ouais, mais il va partir à ce moment-là. Donc, je pense que si on arrive à régler ça, ça va être un plus pour le mercato. Ça pour moi, bon, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, mais au niveau des clubs, de la part des clubs, c'est du business. Donc, je pense aussi que de leur part eux, c'est aussi des excuses pour essayer de trucs, etc. Mais si un joueur est performant et très bon, on l'achètera au prix. Pour revenir à la première question, si un joueur est très bon et qu'on a les critères du business aujourd'hui, donc il est jeune, etc., peu importe sa nationalité, parce qu'après, comme il dit, c'est le terrain qui parle, donc peu importe sa nationalité, peu importe ceci, il est très très bon et truc. Tout le monde se l'arrachera et puis il sera respecté à sa juste valeur. Et ben en tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci messieurs, c'était génial. Super, ouais, j'ai adoré. Merci à vous. N'hésitez pas à nous mettre tous vos commentaires sur le sujet que vous voulez voir prochainement, sur des commentaires aussi sur l'émission, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois, donc African Football Talk. Salut à tous.